Et maintenant, ça sera Francesca Nebbiolo qui parlera des textes de Tel Yelchi, bilan de 14 ans de publication et perspectives. Merci. En préparant cette intervention, voilà, pour le colloque de clôture du projet PCHM, je me suis replongée dans la délimitation géographique de la Haute-Mésopotamie qu'avec Vincent Landard, on a employé lors de la table ronde organisée l'année dernière pour la rencontre de Prague. Un vaste territoire s'étendant de contrefort du Taurus à Rapicum et des Zagros à Alalar. Dans cet espace se côtoient des villes et des royaumes qui ont occupé une place centrale dans l'évolution politique et culturelle de l'époque, mais aussi des localités plus modestes et périphériques, qui, au fil des décennies, sont parfois restées dans l'ombre de la recherche. En travaillant depuis quelque temps sur les sites mineurs de la Diyala jusqu'au bassin de la Marine, l'occasion a été propice pour prendre le dossier du site de Tel Yelchi à presque 40 ans de sa découverte. Dans cette occasion, je voudrais faire le point sur les recherches qui ont intéressé le site dans l'optique d'une reprise du corpus textuel en collaboration avec l'Université de Turin. Mais avant d'aborder la documentation cunéiforme, il convient de revenir brièvement sur l'histoire des recherches archéologiques qui ont permis de révéler l'importance de Tel Yelchi dans le paysage de la vallée de la Marine. Le site a été fouillé à partir de l'octobre 1977 jusqu'en 1981 par la mission italienne du Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino, sous la direction de Giovanni Bergamini. La mission rentrait dans le cadre des opérations de sauvetage entreprises avant la mise en eau du barrage du Hamerine. Ces travaux s'inscrivent dans un programme plus vaste qui concernait également d'autres sites de la région, avec pour objectif de documenter un patrimoine appelé à disparaître sous les eaux. Dès les premières interventions, l'ampleur du tel attira l'attention des fouilleurs. Avec la forme d'un vaste tel ovale d'environ 220 sur 170 mètres et d'une hauteur atteignant 13 mètres au-dessus de la plaine environnante, Tel Yelchi apparaît comme un site important de la vallée. Les chercheurs furent organisés autour de plusieurs secteurs. Les recherches, furent organisées autour de plusieurs secteurs. Une première zone de fouille fut ouverte au sommet du tel afin d'explorer les occupations les plus récentes, tandis qu'une vaste tranchée stratigraphique fut implantée sur le versant sud-est, afin de reconstituer l'histoire du site sur la longue durée. Des sondages profonds ont permis d'atteindre les niveaux les plus anciens de l'occupation. Cette stratégie offrit une séquence stratigraphique complète couvrant près de 2 millénaires d'histoire. Les fouilles ont révélé une succession presque ininterrompue d'occupations depuis la fin du période Jem el-Nasr jusqu'à la période cassite. Peu de sites de la région ont livré une séquence aussi longue et aussi bien documentée. L'un des résultats les plus remarquables concerne enfin la fin de la période d'Ur III et la période paléo-babylonienne. Vous pouvez voir ici une synthèse des niveaux selon les données de la mission. Les découvertes majeures en termes d'ampleur sont liées aux niveaux 6 et 5. D'abord, un vaste complexe monumental témoigne de l'importance prise par Tel Yelchi à l'époque du souverain d'Ur III lorsqu'ils étaient leur contrôle sur la région. Dans la partie occidentale de la tranchée, les fouilleurs ont identifié une zone sacrée, comprenant notamment une cella à porte moulurée et un grand hauteuil avec un podium sacrificiel. Le niveau 5 comprend un monument correspond au moment où Tel Yelchi apparaît atteindre une importance particulière. Les fouilles y ont mis au jour un palais dont l'aire administrative et les magasins ont été partiellement dégagés. Les tablettes cunéiformes de ce niveau, composées notamment de listes de rations d'orge, d'argent, de laine et d'huile, ainsi que de lettres, confirment le rôle administratif de ces centres.
C'est probablement à partir de cette phase que Tel Yelki entre dans l'orbite politique de Dejnouna. Le niveau 4 est en fait un peu plus récent. Bien que les structures y soient moins bien conservées, il semble aussi prolonger, sous forme appauvrie, l'importance acquise par le site au niveau précédent. Le niveau 3 correspond à une phase plus avancée de l'occupation au début du deuxième millénaire. C'est à ce niveau qu'appartient un petit santuaire isolé du tissu urbain par des rues sur ses 4 côtés. Cet édifice comprenait une cour, plusieurs pièces annexes, ainsi que 2 espaces cultuels. C'est dans ces secteurs qu'ont été découverts plusieurs textes administratifs, littéraires et divinatoires, notamment des documents liés à l'hépatoscopie, dont on vient voir certains exemples, révèlent l'existence d'activités mantiques développées au sein de la communauté locale. Les niveaux 2 et 1 appartiennent enfin à la phase cassite et proto-cassite. Le niveau 1 correspond au grand complexe construit au sommet du Tel, interprété comme une résidence fortifiée ou palatiale. Aujourd'hui, le site fait partie des zones submergées par le lac artificiel créé à la suite de la construction du barrage de Hamrin. Toutefois, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Tel Yelki n'est pas un site définitivement englouti. Une étude récente menée par Andrea Titolo, fondée sur l'analyse de séries temporelles d'images satellitaires et l'utilisation du Normalized Difference Water Index, a montré que le site figure parmi ceux qui réémergent le plus fréquemment dans les réservoirs artificiels irakiens. Pas moins de 32 épisodes d'immersion ont ainsi été recensés. Les analyses spatiales ont révélé que Tel Yelki, tout comme Tel Baladan, est particulièrement sensible aux fluctuations des niveaux des réservoirs. Certaines années, la majeure partie de sa surface peut demeurer émergée pendant plusieurs mois avant d'être presque totalement submergée l'année suivante, comme ce fut notamment entre 1998 et 1999 ou encore en 2006 et 2016. Ces résultats rappellent que Tel Yelki demeure aujourd'hui encore un site vivant, entre guillemets, dont l'état continue d'évoluer sous l'effet des variations hydrologiques. Au-delà des vestiges archéologiques, les fouilles ont livré plusieurs ensembles de tablettes qui furent étudiées dès leur découverte par les épigraphistes de la mission, Olivier Rouault et Claudio Saporetti. La documentation connue à ce jour comprend un peu plus d'une centaine de textes provenant des niveaux paléo-babyloniens du site. Une première présentation de ces ensembles fut publiée en 1985 dans Mesopotamia 20, où les 2 épigraphistes proposaient l'édition préliminaire de 34 textes appartenant au lot découvert en 1978 dans le bâtiment religieux lié à la communauté de Dévin. Un second ensemble, mis au jour dans les niveaux plus anciens de la période d'Izin Larsa, a livré environ 70 textes supplémentaires. Les textes administratifs et économiques constituent de loin la catégorie la mieux représentée. Les listes des rations y occupent une place importante et offrent un aperçu précieux du fonctionnement de l'administration locale et des mécanismes de redistribution contrôlés par le palais. À côté de cette documentation majoritaire, les textes juridiques, épistolaires et divinatoires restent relativement peu nombreux. 4 textes juridiques, 14 lettres, dont plusieurs pourraient appartenir au moins en partie en même archive, et en effet, un certain nombre d'entre elles sont envoyées par le même personnage, Shahrou Madad, ce qui laisse envisager l'existence d'un ensemble documentaire cohérent lié à son activité. Et enfin, 6 textes hépatoscopiques. Au cours des années suivantes, plusieurs campagnes de collation furent menées notamment par Claudio Saporetti et Paolo Gentili. Entre 1985 et 2001, une série d'articles permit de donner les copies de l'intégralité de textes oraculaires actuellement connus, ainsi qu'environ 65 documents supplémentaires. Les textes administratifs, en particulier ceux provenant du niveau 5, témoignent de l'existence d'une structure palatiale de dimension non négligeable. Certaines listes de rations mentionnent jusqu'à 150 bénéficiaires, vraisemblablement des hommes,
Et même en tenant compte du caractère partiel de la documentation conservée, de tels chiffres suggèrent l'existence d'une communauté dépendante du palais relativement importante. Malgré l'intérêt évident de ces ensembles documentaires, aucune publication n'a encore été consacrée à la totalité du corpus. Les textes demeurent dispersés dans plusieurs études partielles, ce qui rend parfois difficile une appréciation globale du rôle joué par Tel Jelchi dans le réseau administratif et politique de la vallée de l'Amrine. La première question qui est restée sans réponse est celle de son identification. Malgré l'abondance des découvertes archéologiques et les découvertes textuelles réalisées au cours des fouilles, aucun document n'a jusqu'à présent permis d'établir le nom ancien du site. C'est dans ce contexte qu'est s'inscrit la proposition formulée par Giovanni Bergamini en 2022. Et si Awal était à l'actuel Tel Jelchi, des textes paléo-babyloniens découverts à Tel Suleima mentionnent explicitement Awal, ce qui a longtemps conduit les chercheurs, à partir des fosses irachides, à identifier Awal avec ce site. Cette identification n'est toutefois pas exempte de difficultés. Elle a été remise en question à la suite de nouvelles données, notamment la découverte d'une brique transcrite portant la titulature d'un Rabbeinu de Batir, qui a conduit à proposer d'identifier le site de Tel Suleimar, non plus avec Awal, mais avec Batir. En 2021, Ahmed Khamil Mohamed revient sur la question en soutien de l'identification avec Batir. La localisation d'Awal reste ainsi hypothétique, bien que son appartenance générale au bassin de l'Amrine semble faire le consensus. C'est précisément dans ce contexte d'incertitude que s'inscrit la relecture des données proposées par Giovanni Bergamini, qui plaide pour reconnaître Awal non plus à Tel Suleimar, mais dans le site de Tel Jelchi. En partant du fait qu'aucun document découvert à Tel Jelchi ne mentionne en effet le nom d'Awal, son raisonnement repose plutôt sur la mise en relation de plusieurs séries d'indices. Le premier élément concerne la place d'Awal dans les réseaux de circulation. Dans les textes, Awal apparaît comme une étape importante des itinéraires reliant la Mésopotamie centrale aux régions orientales. Bergamini insiste en particulier sur le rôle des routes qui traversent la vallée de la Diyala et le bassin de l'Amrine en direction du piémont du Zagros. Dans cette perspective, Awal ne serait pas seulement un toponyme isolé, mais un point de passage et de contrôle dans un espace de circulation à longue distance, actif du IIIe millénaire et encore significatif au début du IIe millénaire. Le deuxième argument est d'ordre topographique. Tel Jelchi occupe une position particulièrement favorable dans la plaine du Amrine, à proximité des axes naturels reliant la Diyala aux régions orientales et septentrionales. La localisation permettrait donc d'expliquer la fonction attribuée à Awal dans les sources, celle d'un centre situé à la fois dans l'orbite de la Diyala et ouvert vers les zones de contact vers le piémont du Zagros. Le troisième élément concerne la continuité d'occupation. Bergamini souligne que Tel Jelchi est l'un des rares sites du bassin de l'Amrine à présenter une séquence importante entre la période akkadienne, la fin du IIIe millénaire et l'époque paléo-babylonienne. Awal est précisément attesté dans la documentation du IIIe millénaire, puis encore dans les sources paléo-babyloniennes. À ces arguments s'ajoutent les données archéologiques issues des fouilles. Tel Jelchi apparaît comme un centre de moyenne ou de grande envergure à l'échelle du bassin de l'Amrine, capable d'assurer des fonctions de collecte, de redistribution et peut-être de contrôle territorial. L'identification de Tel Jelchi avec Awal ne peut pas être considérée comme démontrée en l'absence d'une attestation épigraphique directe trouvée sur le site, mais elle représente l'intérêt majeur de replacer Tel Jelchi au cœur de dynamiques régionales de la Diyala et de l'Amrine. Passons maintenant à l'onomastique. La documentation de Tel Jelchi est constituée de manière prépondérante de textes administratifs et des listes de rations. Dans ce contexte, l'onomastique représente un point d'accès privilégié pour l'analyse historique du site. Outre les observations formulées par les épigraphistes et publiées dans les différentes études consacrées à ce corpus, une contribution particulièrement importante a été apportée par Paolo Gentili dans un article paru en 2011.
L'auteur y propose une analyse comparative des anthroponymes attestés à Tel Yelki et dans les principaux sites de la Diyala. Cette analyse a permis de mettre en évidence une proximité onomastique particulière entre Tel Yelki et certains centres de la Diyala, notamment Shadupoum et Nerettoum, davantage qu'avec Meturan, pourtant situé à quelques kilomètres seulement et considéré l'un des principaux établissements du bassin de la Marine. Gentili montre également que cette proximité s'accentue au fil du temps. Relativement limitée dans les niveaux les plus anciens du début du deuxième millénaire, elle devient 2 à 3 fois plus importante dans les phases les plus récentes. Cette évolution semble donc refléter une influence croissante, directe ou indirecte, de la sphère politique et culturelle des Jnuna. Cette augmentation des affinités onomastiques correspond en effet à une phase d'expansion progressive du royaume de Jnuna. Aux analyses détaillées proposées par Gentili, il est désormais possible d'ajouter quelques observations fondées sur les données onomastiques générales sur la Diyala, publiées par Claudio Saporetti en 2021. En reprenant l'ensemble du corpus actuellement disponible de Tel Yelki, soit environ 259 anthroponymes catalogués, un élément attire l'attention concernant les noms théophores. La divinité Tishpak du polyade de Jnuna n'y est que très faiblement représentée. Seuls 2 anthroponymes contenant ce théonyme sont attestés, pour un total de 3 occurrences dans l'ensemble du corpus. Ces attestations appartiennent en plus à la phase la plus ancienne de la documentation considérée. La situation contraste avec celle observée à Meturan, où l'on recense plus d'une vingtaine de noms construits sur Tishpak, tandis que leur nombre augmente dans le corpus de Nerettoum et de Shadupoum. À Tel Yelki, le théonyme le plus fréquemment représenté sont au contraire Hadad, puis, dans une mesure nettement moindre, Sin, Shamash, Ishtar. De ce point de vue, Tel Yelki semble se distinguer non seulement des grands centres méridionaux de la Diyala, mais se confirme également bien distant du proche site de Meturan, dont l'onomastique théophore apparaît davantage conforme à celle observée dans les principaux centres de la région. Un dernier élément mérite d'être signalé. En revenant sur l'identification du site, Ahmed Kamil Mohamed a récemment souligné que dans la documentation actuelle connue de Meturan, les toponymes bâtirent et attestés à plusieurs reprises et semblent entretenir des liens très étroits avec cette ville. À l'inverse, Awal n'apparaît jamais dans ce corpus. Cette absence ne saurait naturellement constituer une preuve en soi. Toutefois, si, comme le suggère aussi les données onomastiques de Tel Yelki et Meturan, que Tel Yelki et Meturan ne semblent pas avoir entretenu des relations aussi étroites que l'on pourrait l'attendre des 2 centres voisins, l'identification de Tel Yelki avec Awal offrirait peut-être une explication cohérente à l'absence de ce toponyme dans la documentation de Meturan. Il s'agit là d'un indice supplémentaire qui paraît compatible avec l'hypothèse proposée par Bergamini. Enfin, parmi les informations que livre la documentation de Tel Yelki, permettez-moi de revenir sur l'unique formule de serment conservée dans le corpus actuellement disponible. La lecture et l'interprétation de ce passage ont été précisées par Salvo Viaggio dans son étude consacrée à la chronologie de Tel Yelki. Le document en question, présenté par Rouault et Saporetti dans Mésopotamie avant, est un contrat d'adoption provenant du lot découvert dans le secteur, dans le sanctuaire. La partie centrale du contrat est malheureusement lacunaire, ce qui empêche de reconstituer avec précision l'ensemble des dispositions juridiques de l'acte. Le revers de la tablette conserve toutefois la clause finale de validation de la transaction, où figure une formule de serment particulièrement remarquable. Le texte emploie l'expression Azaka Makalum, manger le serment, et cette formule est bien connue dans la documentation de la Mésopotamie et dans les archives de Mali. Elle appartient à un ensemble d'expressions renvoyant à des rituels de prestation du serment impliquant la gestion d'un élément matériel associé à la sanction divine. L'intérêt du document réside dans les sanctions prévues en cas de contestation ultérieure de l'acte. À la suite du serment apparaît en effet une double peine.
Une amende d'une mine d'argent est une sanction physique touchant la langue du contrevenant. La formule prévoit que celle-ci soit frappée ou mutilée. Cette association entre sanctions pécuniaires et atteintes corporelles n'est pas isolée. Elle est attestée dans plusieurs textes de la Diyala et du bassin de la Marine, notamment sous le règne d'Ibal-Piel II. On la retrouve à Chadoupum dans le texte YOS 1442, où la contestation du statut d'une femme consacrée à Shamash est formulée à travers l'expression Nish Ikul, il a mangé le serment. Là encore, la violation du serment entraîne à la fois une amende et une punition infligée à la langue. Une clause comparable figure également dans YOS 1472, où la même expression, l'ishanshulidipat, accompagne la formule du serment standard. Des parallèles peuvent encore être cités à travers l'ensemble de la région, à Meturan, dans plusieurs textes de Tulul Katab, ainsi que dans des différents contrats de la Diyala. Les formulations varient, mais l'association entre l'indemnisation financière et la sanction corporelle, pas forcément liée à la prestation du serment, apparaît comme un trait, sinon récurrent, en tout cas remarquable, de la pratique juridique régionale. Au-delà de la Diyala, cette construction s'inscrit dans un phénomène plus largement attesté. De Terkar à Haradoum jusqu'à Al-Artoum, de nombreux textes prévoient une double sanction associant compensation économique et peine corporelle, même lorsque le serment n'est pas mentionné. Les modalités de cette sanction varient selon les traditions locales. Ce n'est généralement plus la langue qui est visée, mais la tête du contrevenant, parfois recouverte de bitume, tandis que d'autres textes évoquent une bouche remplie de plomb ou encore l'amputation des mains. Dans tous les cas, la peine possède une forte portée symbolique et vise à matérialiser la faute commise. Celui qui remet en cause un acte validé par le serment est puni précisément par la partie du corps qui permet cette transgression. On est ainsi en présence de ce qu'on qualifie de mirroring punishment, c'est-à-dire d'une peine qui reproduit symboliquement l'acte fautif lui-même. Dans le contexte spécifique du serment, cette dimension revêt une signification particulière. La langue n'est pas seulement l'organe de la parole, elle constitue également le point de contact avec la substance du serment dans le rituel exprimé par Akaluma. La sanction établit ainsi un lien direct entre l'acte rituel, la parole jurée et les châtiments du parjure. Même isolée dans le corpus actuellement connu de Tel Yelchi, cette formule offre un éclairage sur les conceptions juridiques locales. Elle révèle également l'inscription du site dans un horizon culturel partagé, à la croisée des traditions juridiques de la Diyala et les pratiques attestées plus largement en Haute-Mésopotamie. Pour conclure, comme on l'a pu voir, plusieurs questions demeurent toujours ouvertes après de 40 ans de la découverte de Tel Yelchi. L'identification éventuelle du site avec Avoal, son intégration progressive dans la sphère des Shnouna, révélée, comme on a vu, par l'onomastique, ou encore certaines particularités de ces pratiques juridiques, montrent combien cette documentation reste riche de potentialités. Dans cette perspective, une nouvelle étude du corpus apparaît aujourd'hui comme une étape nécessaire. Les premières éditions, ainsi que les travaux qui les ont suivis, ont fourni les fondements indispensables à toute recherche ultérieure. Grâce aux copies publiées, aux collations réalisées et aux analyses consacrées à l'onomastique et à la chronologie, les ont permis de mettre à disposition une documentation jusque-là largement inaccessible et d'ouvrir de nombreuses pistes de réflexion. Toutefois, une partie importante du corpus demeure encore inédite ou fait l'objet que de publications préliminaires. Les différentes contributions parues au cours des dernières décennies ont souvent privilégié certains dossiers spécifiques sans qu'une vraie réédition complète de l'ensemble de textes n'ait encore été entreprise. Une reprise du corpus permettrait donc non seulement de réunir les documents aujourd'hui dispersés dans plusieurs publications, mais également de les réexaminer à la lumière des outils désormais disponibles, et je pense évidemment à Archipab. La reprise du corpus est en discussion depuis plusieurs années avec Stefano De Martino et l'Université de Turin.
Si la possibilité d'examiner directement les tablettes à l'occasion de la rencontre organisée à Bagdad de cette année et malheureusement n'a pas eu lieu, la disponibilité manifestée par le Dr Ali Mourad laisse espérer l'obtention de photographies, collations et données nécessaires à une nouvelle étude d'ensemble. Plus qu'un dossier clos, Tel Yelchi apparaît ainsi comme un chantier de recherche encore ouvert, dont la réévaluation pourrait contribuer non seulement à une meilleure compréhension du site lui-même, mais aussi à renouveler notre connaissance de l'histoire de la Diyala et du bassin de l'Amrine à l'époque paléo-babylonienne. Merci.